Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. Donc n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et merci pour la force que vous donnez aussi en partageant, en likant, en commentant. C'est important. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc n'oubliez jamais de laisser un like. Installez-vous, on va commencer avec la première histoire. Bonsoir la famille DMG TV. Je vous suis depuis l'année passée en septembre. Aujourd'hui, je viens, c'est ma première vidéo que je vous envoie comme ça. Je viens pour raconter ma part d'histoire. Je suis au Nigeria, donc je vis au Nigeria. Ce que je voulais dire, j'ai un ami policier qui m'a raconté l'histoire de l'un de ses collègues, comment il est décédé. Donc il passait son temps, s'il arrête déjà quelqu'un, quand il te dit ton argent c'est 5 000, si tu ne lui donnes pas les 5 000, si tu lui dis pardon, réduis un peu, il va te dire 10 000. Si tu dis ouais pardon, réduis, il va dire 15 000. Donc c'est comme ça qu'il faisait. Et que tu vois que payer, quand tu ne payes pas, il écrit seulement, il t'envoie en justice. C'est comme ça qu'il faisait. Donc c'est pour ça que les gens avaient peur de lui. Donc même les policiers, même le commissaire avaient peur de lui. Donc c'est comme ça qu'il passait le temps à faire. Jusqu'à un jour, il arrête il y a un père qui achète la moto nouvellement. Il se bat, il achète la moto nouvellement. Il donne à son fils. Son fils sort le premier jour. Le policier peut mettre la main sur lui comme il n'a pas de papier. Le petit aussi appelle son père. Son père vient. Son père dit que ouais, il vient. Il supplie le policier. Le policier dit qu'il va donner 5 000. Il dit que non, je n'ai pas 5 000. Ce n'est que 4 000 qui est sur moi. Là, le type lui dit que non, c'est impossible. Le père dit que ouais, réduis à 4 000. Il dit que non, ce n'est que... Il dit que réduit. Quand il dit que réduit, le type dit 10 000. Il dit que ouais, pardon, je te supplie, pardon. Aide-moi, réduis l'argent là pour moi. Il dit que non, c'est 15 000. Il dit que ouais, pardon, je te dis que tu réduis, tu fais qu'augmenter. Il dit que 20 000. C'est là où le type, il y a un policier qui était assis dedans, qui les voit, il sort directement, il interpelle le père là, que le père vient. Le père est venu dire au père que ouais, ici, avec le type là, on ne fait pas comme ça. Quand il dit déjà comme ça là, même s'il arrive à 100 000, tu vois qu'il paye les 100 000. Donc quand il fait comme ça, il faut lui laisser. Pardon, comme il est déjà à 20 000 là, s'il y a possibilité d'aller prêter l'argent, même si c'est n'importe où, pas chercher l'argent là, je viens. Le père, j'ai vraiment pitié de toi, mais je ne peux rien faire. C'est comme ça qu'il est, et personne ne lui parle. Et on lui parle, il ne comprend pas. Il n'a pas peur de quelqu'un. Donc il n'a peur de rien. Le père dit que oh, c'est comme ça, mon fils. Il dit que oui. Il part en ville chercher les 20 000, il vient, il lui donne. Quand il finit de lui donner les 20 000, il lui dit, à partir d'aujourd'hui, si tu manges encore l'argent de quelqu'un, c'est que on m'avait pas bien accouché. Le type dit que ah, Flocan, tu sais combien de personnes m'ont déjà promis ça, combien de personnes m'ont déjà dit ça, tu vas faire quoi, tu peux faire quoi? Flocan, pars, quitte la porte de ta moto, tu Flocan. Le père dit que ok, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas, tu as eu l'argent, je pars. Après, quand le père est parti, après 1 heure de temps comme ça, le gars est resté seulement. Il faisait froid, hein. Mais le gars est resté comme ça, là, il transpire seulement, Après avoir commencé à transpirer, il commence à vomir le sang. C'est comme ça qu'on le porte rapidement, on amène à l'hôpital, l'urgence. Il va à l'hôpital, ça n'a pas duré. Il a rendu l'âme. Quand il a rendu l'âme, tu sais comment les musulmans se comportent. Dès qu'il a rendu l'âme, comment les musulmans font. Pardon. Quand chez les musulmans, quand quelqu'un meurt là, on ne paye pas le temps. Donc dès qu'il est mort, on est venu, on a attaché le corps, on est allé à la mosquée de leur secteur quoi. De leur secteur, comme chaque secteur a une mosquée. On part dans leur secteur pour porter ce qu'il y a un truc là qui met les cadavres à l'intérieur. Toutes les jeunes du secteur sont sortis, dit que personne, qu'on ne peut pas mettre enterrer quelqu'un qui était tellement mauvais comme ça là avec le truc de leur secteur. Donc la police a tout fait, ça les a dépassés. Ils ont seulement mis le corps là dans leur voiture comme ça là. Ils ont cherché les gens qui devaient creuser la tombe. Personne, payé même avec l'argent, les gens n'ont pas pris l'argent. Donc les policiers eux-mêmes sont allés creuser la tombe. Ils ont enterré le policier là.
Comme ça, tous les Besquiens de la ville ils ont fait 2 jours de célébration. Donc, quand quelqu'un meurt, les gens sont un peu injants, mais celui-là est mort, les gens ont célébré 2 jours. Quand tu montais sur la moto, tu dis tel secteur, tu arrives, tu dis combien, on dit que non, c'est gratuit. On a arrêté de célébrer la mort de telle personne. Donc, comme il est mort, tout le monde est content. Donc, ça, c'était mon histoire ici au Nigeria. Excusez-moi pour mon français. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Oui, DMG, j'ai une autre histoire encore qui est arrivée à une de mes voisines, puisqu'elle nous a raconté ce qui est arrivé avant de mourir. Et avant de mourir, ça a pris beaucoup de temps. C'était des filles de joie, en fait, qui pouvaient aller dans des grands hôtels. Elle prend son cocktail, elle lit son journal, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de téléphone Android, puisqu'elle a fait au moins 7 ans de maladie avant de mourir. Elle racontait son histoire à qui voulait l'entendre. Bon, et là, elle dit qu'un soir, elle est allée dans un hôtel de la place. Elle a pris son pot, elle a croisé son pied, comme d'habitude, comme elle aimait bien dire, grand pied sur petit pied. Elle lisait son journal, le fait aussi de tendre ses appâts, quoi. C'est comme ça qu'un monsieur entre, un monsieur qui ressemble à l'argent et qui avait d'ailleurs l'argent. Parce que quand tu as l'argent, ça te donne notre image. Le monsieur entre avec son cigare, très bien habillé. Comme ça que le monsieur envoie qu'on double le pot de la fille. Quand on double le pot de la fille, pour finir, le monsieur a demandé si elle pouvait s'asseoir avec la fille. Comme la fille était assise seule, la fille a dit sans souci. Bon, ils se sont mis à causer, se sont entendus, sont allés à l'hôtel. Quand ils vont à l'hôtel, le monsieur lui dit, tu vois, moi, ma femme m'a abandonnée, elle est allée en Europe avec mes enfants. Donc, depuis là, je suis découragée, vraiment, mais si vraiment tu permets me prendre, parce que je suis comme un orphelin, si tu peux me prendre comme une maman, comme ça, vraiment, je serais très ravie. Je te comblerai de tout ce que tu veux, mais la seule condition est que tu me rendes heureux. La fille dit, mais si ce n'est que pour te rendre heureux, c'est sans souci. Bon, c'est comme ça qu'ils vont à l'hôtel. L'homme lui dit, moi, en fait, comme je t'ai dit, je ne veux pas coucher avec toi parce que je ne te veux pas pour le sexe. Tu n'es pas une chose pour moi. Je veux juste des câlins, un truc comme ça. Et j'aime bien téter, tu me fais téter, là, je suis ton bébé. La fille dit, ok, si ce n'est que mes seins que tu veux, ça tombe bien. Mais sauf que vraiment, le monsieur dit, ne t'inquiète pas pour l'argent, j'en ai assez, je vais t'en offrir. Le monsieur pose 200 000 que voilà, c'est pour ton taxi, je vais encore t'ajouter si vraiment tu me nourris vraiment comme un bébé parce que je suis un orphelin, c'est vrai. La fille s'est dit, bon, 200 000, il peut ajouter et en plus ne couche pas avec moi, c'est juste pour toucher mes seins, c'est pas grave. La fille dit que le monsieur s'est concentré sur son sein gauche. Il ne tétait pas les deux seins, rien qu'un seul sein. Il tétait en douceur, il caressait le sein, il faisait des bisous par-ci, par-là. Jusqu'à peut-être de minuit à 3 heures, ils se sont séparés. Le monsieur lui a encore ajouté 50 000 pour son taxi. La fille, il est parti sans changer de numéro. La fille a dit, waouh, 250 000, il ne couche pas avec moi. Donc, ça veut dire que des hommes sont bien comme ça. Encore dehors, le monsieur part, la fille rentre toute gaie chez elle avec son argent. C'est comme ça, elle dit, elle dort le sein. Troisième jour, le sein commence à fourmiller, le sein démange. Au fur et à mesure, ça démange, elle gratte les endroits rougis, ça fait des ampoules. Et ça grattait, ça démangeait tellement si fort qu'elle dit qu'elle a même pris le couteau pour gratter. Quand elle grattait, ça fait les ampoules, ça se pèse. Comme ça, le sang commence à gonfler, à prendre des proportions. Le sang gonfle, après ça commence à se percer, ça fait comme des abcès. Mais elle appelle ses autres copines qui me venez voir. Elle dit qu'à l'époque, il n'y avait pas la guerre à Bamenda. On l'a amenée à Bamenda pour se soigner. Tous les 250 000 sont finis, rien que pour le traitement et sans guérison.
Ça a commencé à faire des gros trous. Elle mettait le coton. Et elle dégageait déjà au point où on ne pouvait plus sortir. Personne ne pouvait plus l'admirer. Même ceux des clients qui étaient là, qui venaient de temps en temps, personne ne venait plus. Elle était abandonnée à elle-même. Donc, c'était quelque chose qui avait pitié au point où les filles se sont réunies. Ils ont cotisé l'argent. Ils l'ont amenée dans son village. Finalement, elle est morte là-bas après. Donc, une leçon de vie. Vous des dames, vous des jeunes femmes. Vraiment, un vieux qui te dit, lui, il aime téter, il aime téter. Je ne sais pas, tu n'es pas sa maman. Il n'a pas tété suffisamment étant bébé. Et qui te donne autant d'argent, il te dit, je ne couche pas avec toi, c'est juste pour toucher telle partie du corps, mon ami. Sache que c'est la partie du corps là que tu es en train de vendre. Donc, les histoires comme ça, vous devez aussi, vous les mamans qui écoutez, vous devez aussi faire écouter ça à vos enfants pour qu'ils comprennent et qu'ils prennent conscience. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Bonsoir DMG, j'espère que tu vas bien. D'abord, je tiens à te dire merci car je t'avais fait des audios et tu m'as fait comprendre que il fallait envoyer un audio. Et je te remercie aussi parce que tu as pris la peine de me saluer d'abord et après faire l'autre message. Donc, ça prouve quel genre de personne tu es parce que beaucoup n'auraient même pas fait ça. Donc, voilà. Je vais vous raconter en fait comment j'ai su que mon papa devait décéder et je vais aussi vous dire, vous qui m'écoutez, que parfois les signes, il faut pas éviter les signes et les rêves. Il faut analyser les rêves et il faut vraiment savoir quelle signification ça. Je vais raconter un peu ce qui s'est déroulé et après ça m'a aussi beaucoup de choses se sont passées. Donc du coup, voilà, je vais essayer de résumer. Je ne vais pas tout raconter, sinon ça va prendre long. Si je fais les fautes, désolé, car je ne parle plus couramment très bien le français. Donc, en 2019, un an avant qu'il décède, mon papa me fait appel. Bien sûr, il a fait appel aussi à mes soeurs, vu qu'on n'est pas dans la même ville, donc chacune est passée à son tour. Je suis partie pour commencer. Il est venu me chercher le premier jour. Il y a eu une balèze, une balèze pluie. C'était la première fois, après beaucoup de temps, que mon papa voilà, me confortait et me prenait dans ses bras. Donc, du coup, je me sentais à l'aise et voilà. Après ça, on est rentré chez lui et tout a continué normal. Je crois le deuxième jour, on est parti se coucher. Dans la nuit, vers 1h, 2h du matin, j'ai fait un rêve. Quel est le rêve? Je me rappelle très bien comme si c'était hier. On était tous en train de lui pleurer. Il était mort. On pleurait. En fait, le rêve était tellement réel que je me suis levée en sursaut. Et une fois que j'ai ouvert les yeux, j'avais les larmes qui coulaient. Tellement j'avais peur. Une chair de poule. En fait, c'était vraiment vrai ce que je vivais. Et comme on dormait dans la chambre où on dormait il y avait beaucoup de gens, vu que mon papa était marié et sortait avec une femme qui avait sa famille aussi là-bas. Donc du coup, il y avait Ellie se proposer. Donc quand je me reviens en sursaut, une cousine vient et essaie de me réconforter pendant que l'autre cour, elle va appeler mon papa. Et mon papa simplement il me dit, ne t'inquiète pas, je vais bien, ça va aller. Ok, c'est passé. C'est comme ça aussi, pendant les vacances, en partant me laver la nuit, je vois l'hibou. Mais c'est pas que l'hibou passe en haut, machin. L'hibou passe complètement à côté de moi à plusieurs reprises. Et je dis ça à mon papa, il me lave avec le sel et il me dit simplement, ça va aller. Et vient le moment où je dois retourner, vu que je dois recommencer l'année scolaire. Ma dernière année scolaire, je devais commencer, pardon. Et mon papa me donne plusieurs choses. En fait, je ne sais pas
Et mon papa me donne plusieurs choses comme si c'était la dernière fois qu'on devait se voir. Il m'a donné les draps, il m'a donné une valise, il m'a donné les livres, des calculatrices, il m'a donné des choses symboliques en fait. Et parmi tout ça, un truc que j'ai sur moi et toujours, mon papa m'a donné un porte-clés. C'était en forme de chaussure, désolé. Donc, il m'a juste dit, tiens, pour ta clé. Donc j'ai pris, j'ai gardé. Et jusqu'à présent, je m'en sépare plus. J'ai ça tous les jours que Dieu fait. Et voilà, on a pris le chemin pour venir. En venant, mon papa m'a conseillé. Il m'a parlé comme jamais. Mais jusqu'à présent, je ne voyais pas en fait les signes. Donc c'est comme ça que le temps passe et j'écoute que mon papa est malade et vient le Covid, on ferme les frontières, on ne peut plus voilà, voyager de façon normale. Je vois seulement qu'avant, avec mon papa, on parlait fréquemment par WhatsApp et mon papa commençait à être distant. Il ne parlait plus trop. Euh, on m'envoyait des audios qu'il était malade, parti et pata. Et en 2020 aussi, j'étais enceinte. Donc du coup, quand je m'en vais accoucher, mon bébé est né, elle ne respirait pas. Donc du coup, on a dû nous séparer. Donc du coup, j'étais dans une chambre et elle était, on dit ça au néonat, non? Je sais pas comment on dit. Voilà. Et moi, net, allait me reposer. 1 heure après, j'ai vu un papillon noir, un balèze papillon noir. Et ma maman a essayé de chasser ça en même temps qu'elle parlait avec mon papa. Et voilà. Donc du coup, j'étais fatiguée, j'essayais de dormir. J'ai vu un oncle à moi qui était décédé, qui était tellement gentil, très gentil, qui devait être mon parent aussi. Et je me suis mise à pleurer. Mais j'ai pas compris vraiment les signes. Donc, ma fille est née en juin. Non, oui, en juin. Le mois de juillet passe et c'est comme ça que mon père empire. Il part d'hôpital en hôpital, d'examen. On ne voit pas ce qu'il y a. Ce Dieu sait ce qu'il avait. Parce que c'était pas une mort naturelle. Et vient le mois, ou bien dit, voilà, vient la semaine dont il devait décéder. Dont il est décédé, si on peut dire ça comme ça. 2 jours avant son décès, je l'appelle. J'insiste parce qu'il ne prenait plus aux appels. Il n'avait même plus la force en fait pour pouvoir parler avec les gens. J'insiste. Et c'est ma belle-mère qui répond. J'insiste que je veux parler avec mon papa. Et on parle ensemble. Et lui me fait comprendre que je ne m'inquiète pas, que ça va aller, il sera mieux. Et quand il ira mieux, il va se lever, il va danser, tout le monde va rire. Et je lui dis, papa, on t'aime très fort, nous tous. Il me dit oui, merci. Voilà, on raccroche et selon ce que j'avais écouté, il allait mieux. On l'avait transféré dans un hôpital. Bon, arrive le jour de son décès. Il est mort normalement la nuit à 3h, 4h du matin. D'accord? Donc, je me réveille la nuit vu que j'allaitais mon enfant. Je lui ai donné le sein, voilà, et elle a bien mangé. Elle dormait déjà. Et moi, j'essayais de dormir, mais je n'arrivais pas. Et après, j'ai dormi quand même quelques minutes. Et j'écoute en fait un balèze vent, comme s'il devait y avoir une pluie, une énorme pluie. Un balèze vent, voilà. C'est comme s'il y avait des arbres à côté, mais chez nous, il n'y a pas d'arbres. Donc, c'était très bizarre. Il y avait un balèze vent. En même temps, j'écoute un bruit à la fenêtre comme si on essayait d'ouvrir la fenêtre. On essayait d'ouvrir la fenêtre, on essayait de mettre quelque chose. Moi, je prends ma torche, je regarde, il n'y a rien. Mais il y a toujours ce bruit. En même temps, au plafond, c'est comme s'il y avait des souris qui se battaient, des souris qui essayaient de creuser. Mon cœur me dit, va allumer la lumière. Donc du coup, je m'en vais allumer la lumière. Je rentre vite fait dans mon lit. Il y avait la moustiquaire aussi. Donc du coup, pour me sentir à l'abri, parce que moi, je suis une personne qui a vraiment, vraiment peur. Donc du coup, je rentre et je serre mon bébé. Je serre mon bébé contre moi. Et le vent,
la fenêtre, le plafond. Et à un moment, ça cesse. Et quand ça cesse, vous savez, la sensation, vous avez déjà écouté ou bien vu quand on coupe un arbre et l'arbre tombe quelque part. C'est la sensation que j'ai eue et mon cœur était vraiment, je ne sais même pas comment expliquer, mon cœur a lâché si on peut dire. Mon cœur a lâché. Mais j'ai pas vraiment compris, j'ai pas su. Et quand je regardais l'heure et quand ma soeur m'envoie le message en fait, c'est à la même heure en fait que mon papa est décédé. Voilà, je veux juste vous dire que parfois les signes, parfois vous montrent vraiment ce qui va arriver, c'est-à-dire les rêves, d'autres choses. J'étais aussi à signaler que quand j'étais enceinte en 2020, quand j'étais déjà dans mon pays où j'habite, j'avais fait encore ce rêve, je faisais des rêves vraiment étranges. À part ces rêves, j'avais souvent parfois la paralysie du sommeil, ou bien parfois je ne dormais pas, mais j'étais bloquée. Je faisais des rêves atroces et j'avais rêvé encore qu'il était décédé. Et il m'avait dit, voilà, prends le seau, prends une assiette, machin. Et il m'avait donné certaines choses à faire parce que mon papa comprenait vraiment beaucoup sur ce monde aussi. Donc, vraiment, faut pas... Quand vous avez des rêves, essayez de comprendre la signification. Peut-être que ça peut vous aider à vous rapprocher en fait de la personne avant qu'il décède. Moi, si je comprenais vraiment que ces rêves étaient pas seulement que de simples rêves, peut-être que je devais être à Libreville et voilà, je devais être à côté de lui et je devais lui voir avant ces derniers instants. Et on n'a même pas pu faire le déplacement parce qu'il y avait le Covid, c'était tellement difficile. Donc, du coup, voilà. Je confirme que le monde spirituel existe. Je confirme de toutes mes forces. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Bonjour, DMG. Je me nomme Cédric. Je suis un étudiant de la ville de Yaoundé. En fait, mon histoire remonte à 4 ans. C'était pas dans la ville de Yaoundé, mais plutôt dans la ville de Grand Boulaye. La ville de Grand Boulaye, où j'étais élève à l'époque. À l'époque où j'étais élève, j'ai failli mourir car on m'avait, comment on dit, on m'avait vendu dans une secte. Mes amis et moi, on faisait la classe de première. Il y avait une fille, une camarade à nous, également qui était aussi élève. Elle faisait 4e année de cette technique. En fait, cette fille nous avait mis dans une liste de sectes. Car à l'époque, dans un quartier, en fait, l'histoire se passe à Grand Boulaye. Grand Boulaye est la ville située à l'est du Cameroun, frontière Cameroun-Centrafrique. En fait, cette fille nous avait mis dans une liste de sectes. Ce qui se passe, c'est que... Bon, je vais revenir un peu sur la fille en question. C'était une élève comme nous, mais elle était déjà bien aisée. Elle louait un appartement, comme on dit, bien meublé. C'est elle-même qui avait acheté ses meubles. C'est elle qui s'occupait d'elle-même. Je ne sais pas comment elle faisait. Bon, en fait, elle avait tout. Elle avait même un scooter, une moto d'âme pour se rendre à l'école. La fille en question nous avait mis dans une liste. Car il y avait, à cette époque-là, c'était les années 2017, je crois bien, 2017, les gens mouraient. Les gens mouraient à tout de rôle. Déjà, aujourd'hui, quelqu'un meurt, demain, l'autre suit. Et c'était déjà mot de tête.
Petit mot de tête, tu tombes là, tu meurs. Petit mot de tête, tu tombes, tu meurs. Il y avait des deuils dans presque tout le quartier chaque jour. Ce qui se passe, c'est que, bon, ça a commencé d'abord par un ami à moi. Mon ami dont je vais nommer Junior. Junior était assis sur son canapé, on peut dire, chez ses parents. Il vivait chez ses parents. Cette nuit, il était avec son petit frère au salon. Et d'après ce que son petit frère nous a dit lui-même, donc ils étaient assis et il s'est levé du canapé sans appui. Imaginez-vous, vous êtes assis sur un canapé, les jambes tendues, et vous vous levez du canapé sans mettre les mains, donc sans appui. En fait, ces gens étaient venus. Bon, ce qui dit qu'il a vu 2 personnes apparaître devant lui. C'était pas le rêve. Ils ont apparu devant lui. Ils l'ont soulevé, ils partaient avec lui. Donc en live, il s'est mis à prier, appeler le nom de Jésus, crier, et à un moment donné, ils l'ont lâché. On l'a jeté dans la bassine d'eau qui est au couloir. Donc il voulait sortir avec lui par la fenêtre. C'est là que ses parents sont sortis. On demande que c'est quoi. Il dit que non, il a vu 2 personnes venir nous prendre, tout ça. Bon, moi je me suis rendu chez eux le lendemain. On m'a raconté l'histoire. Bon, moi j'ai vu ça un peu comme la blague. Je le taquinais un peu que, gars, toi, qu'est-ce qui se passe avec toi? Voilà, j'essaie un peu de lancer quelques intrigues. Mais après ça, moi à mon tour, je suis rentré me coucher chez moi. Je parle de la veille de ce qui s'est passé avec lui. Je suis rentré me coucher chez moi. Aux environs de 2h du matin, j'étais couché. Je me rends compte que il y avait la lumière, c'était pas éteint, je n'ai pas éteint. Ils m'ont bloqué et ils étaient en train de m'enrouler avec ma couverture pour m'étouffer. Ils ne savaient pas où ils voulaient partir avec moi aussi. C'est là où j'ai commencé à prier dans mon cœur parce qu'ils ne pouvaient pas ouvrir la bouche. J'ai prié dans mon cœur, prié, appeler le nom de Jésus, viens-moi, Seigneur Jésus. C'est là qu'ils m'ont lâché. Là, je me suis pu me bouger, je me suis assis sur mon lit. J'ai pris la Bible, j'ai mis contre ma poitrine et j'ai commencé à prier. Et quand j'ai prié, je sentais toujours la présence des gens dans ma chambre, puisque j'étais seul. À un moment donné, et comme la fenêtre de ma chambre était avec les persiennes, c'était vitré, j'ai senti il y a eu un bruit fort, donc comme si quelqu'un avait tapé la fenêtre avec un bâton, je ne sais pas trop, ça a fait un bruit de fou. Et après ça, j'ai senti que non, là, ils sont partis. C'est là que je n'ai pas dormi jusqu'au matin. J'ai attendu le jour où je suis allé chez mon ami en question. Je lui ai fait part de ce qui s'est passé avec moi également. C'est là que nous sommes allés voir une voyante avec la mère de Junior. Nous sommes allés voir une voyante. C'est là qu'elle nous dit que bon, comme vous voyez là, il y a une fille, voilà, elle vous est mis dans une liste des gens qui ne font que mourir dans la ville là, vous êtes les suivants, vous êtes déjà vendus, elle vous est vendue à la secteur en question. C'est là qu'elle nous a fait quelques blindages, quelques écorces à se laver, les autres à se mettre sous l'oreiller et tout ça. Nous avons pu faire ça et par la grâce de Dieu, nous avons échappé. Et je me rappelle que un jour, à une fête organisée par le quartier, c'était vers la frontière. J'étais tenu là dehors avec mes amis, avec Junior et quelques amis. La fille en question, elle est sortie de la boîte avec le téléphone à l'oreille. Elle m'a arrêté, elle m'a pris par la main. Elle a commencé à marcher avec moi. Moi, j'ai dit que, en tout cas, c'est ma camarade, allons. Il était presque environ de minuit, 1h. On a marché. Je ne sais pas. Elle m'a rien dit. Elle m'a arrêté, c'était par la main. Et elle posait le téléphone. On a commencé à marcher jusqu'à ce qu'on s'est retrouvé chez elle. Elle ouvrait la porte. Je suis entré. Elle dit que bon, peut-être qu'elle est intéressée par moi. Et j'ai dit que bon,
Vous savez, nous les garçons, quand on voit une fille qui nous prend facilement, on dit que nous sommes forts. Arrivé chez elle, elle a ouvert, je suis entré, je me suis assis. Elle a allumé la télé. Elle allait dans la chambre, toujours au téléphone. Elle a toujours au téléphone. Donc, nous sommes allés là. Moi, j'étais assis sur le canapé. Elle a laissé changer. Elle s'est mise en sexy. Elle est venue s'asseoir à côté de moi. On causait. Bon, elle a raccroché le téléphone. On causait. Après, elle allait se coucher. Elle m'a dit que tu ne me rejoins pas dans la chambre. Je suis venu et penser que bon, c'est ma part de la manne qui est tombée du ciel. Bon, je vais seulement gérer ça. Et à ma grande surprise, elle m'a dit non, qu'elle ne veut pas. Voilà. Et j'ai dit ok, pas de souci. Je me suis couché, j'ai dormi là. Quand je me réveille le matin, je ne la trouve pas. Elle était dehors, et tant qu'elle fait la lessive, la vaisselle. C'est là que quand je me lève, je ne sais pas comment elle a su que nous se lever. Étant dehors, elle me dit que tu es là debout. Et que pourtant, je n'ai pas fait de bruit. C'est là que je suis sorti, je suis rentré chez moi. Et je suis sûr que c'est la même. Bon, je suis sûr que quand je me suis couché avec elle dans son lit, je suis sûr qu'elle a le temps de faire les trucs sur moi. Et j'ignore aussi la même chose, qu'il a passé la nuit avec elle. Qu'il a eu à passer la nuit avec elle. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle opérait. Et par la suite, après que nous avons été lavés par la voyante à question, on a fait venir, le quartier a fait venir un marabout qui devait faire sortir tous les sorciers parce que c'était grave, les gens mouraient de partout, comme les mouches. On a fait venir un marabout qui devait détecter tous ces sorciers-là. Il nous a demandé de boire, qui veut le boire. Nous sommes allés chercher le boire. On était nombreux, tous les jeunes sont entrés en bourse. On a cherché le bois, on a perdu 2 voyages, c'était tellement beaucoup. Et les autorités de la ville ont dit que non, ils ne veulent pas qu'ils fassent ça. On l'a chassé de la ville. C'est là que nous, les jeunes, on a grévé. Parce que le chef du quartier était aussi des mèches avec eux. On s'est attaqué à la chefferie, on a visé. Et ce qui était marrant, quand on venait, on voulait bouler la chefferie, quand on s'approchait de la chefferie, il y avait un truc qui nous repoussait. Donc on ne pouvait pas atteindre la chefferie. C'est là qu'on s'est mis à viser les cailloux, percer toute la toiture de la chefferie. Ils ont appelé la police. Ils n'ont pas pu nous contenir. Ils ont appelé la gendarmerie, pareil. Ils ont appelé le GPIC, le BI. Les militaires, ils ont commencé à tirer sur la population. C'est parce que j'avais suivi cette histoire. Du côté de l'Est, au Grand Boulay, il y avait des gens qui tiraient. On a tiré sur beaucoup. Déjà vu comment on a tiré sur la cuisse d'un ami. La cuisse sur la jambe, ça a éclaté son pied. Il y avait des gens qui étaient touchés par balle. Et à cette époque, pendant ce temps, la fille en question et son père avaient disparu de la ville. Donc ils avaient la fui en croyant que nous avait fait le remède. Ce que je veux faire, bon, vous savez que vos histoires c'est pour sensibiliser. Et je l'appelle vraiment les garçons, les gars, c'est pas parce qu'une fille te prend par la main qu'elle part avec toi. Tu sais que non, tu as trouvé ton gibier de nuit que tu vas gérer. Non, le doigt est mauvais. Si je ne croyais pas en Jésus-Christ, si je ne croyais pas en Dieu, si je n'avais pas la foi, c'est que j'étais mort. Pareil pour Cédric. Parce que c'est le nom de Jésus-Christ qui nous a sauvés. C'est parce que beaucoup de gens sont morts. Les gens ils ont juste les mots de tête comme ça, ils sont morts. Nous, on a survécu à ça parce qu'on croyait en Dieu. Et c'est la preuve vivante que Dieu existe. Car si ce n'était pas le cas, j'étais déjà mort. Je mourrais. On venait me prendre là, on ne sait pas. On partait avec moi, on ne sait pas où. Sinon, j'étais déjà mort. Donc vraiment, le doigt est mauvais. Une petite fille, je crois qu'elle avait dans les 18 ans. Elle était chez elle, elle vivait, elle avait tout. Mais on ne savait pas où elle prenait son argent. C'est là après qu'on s'est rendu compte que c'est ce qu'elle faisait pour avoir de l'argent. Donc vraiment, s'il vous plaît, j'espère que vous avez partagé cette histoire pour sensibiliser beaucoup. Les jeunes, surtout les garçons. C'est pas seulement les femmes qui sont attaquées. Nous, les garçons, on vit des choses.
Le 2 est mauvais. Merci, DMG. C'est ce que j'avais à dire par rapport à mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire rapidement. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. J'espère que la communauté aussi se porte bien. Ça fait quelques mois que je suis sur ta page et tout. J'écoute les histoires intéressantes et édifiantes en même temps. Et donc, j'ai essayé de raconter une histoire aujourd'hui. Donc, l'histoire se déroule au sud Cameroun, du côté de ma mère, en fait, dans son village. Donc, c'est l'histoire d'une femme. On va l'appeler Marguerite. Marguerite était dans un club de sorcellerie, en fait, uniquement pour femmes. Donc, et dans le club, là, il fallait avoir des enfants et ne pas être mariée. Donc, maintenant, Marguerite a adhéré au club. Elle était un membre du club. Maintenant, elle se réunissait donc chaque jour à minuit pour tenir une séance, une réunion de sorcellerie. Et cette sorcellerie était comme une cotisation d'enfants. Donc, chaque femme, elles étaient 8. Et c'était Marguerite, la dernière, à cotiser. Donc, la première femme alors est venue avec son enfant. Donc, la reine-mère, elle est venue avec son enfant. Elle mangeait l'enfant de la reine-mère. Marguerite, elle, son rôle, c'était de manger les cœurs. Donc, elle s'est portée garante de manger les cœurs des enfants. Et vous allez comprendre pourquoi dans la suite de l'histoire. Donc, elle mangeait les cœurs. Pendant que les autres membres s'engageaient à manger d'autres parties, Marguerite mangeait uniquement les cœurs. C'était le tour de la deuxième femme. Le scénario se répétait ainsi de suite, jusqu'à ce que ça ait été le tour de Marguerite de cotiser. Donc, à la veille, quand on a mangé l'enfant de la 7e personne, on dit à Marguerite que donc, il reste ton tour. Donc, c'est à toi maintenant de nous nourrir demain. Marguerite n'a pas de problème. Elle dit, OK, il n'y a pas de problème, je vais dire. Quand elle rentre, Marguerite réalise qu'elle n'a qu'une seule fille. Une seule et unique fille. Est-ce qu'elle va donner son enfant? Est-ce qu'elle ne va pas donner son enfant? C'est là où ça devient compliqué pour Marguerite. Et c'était, si elle ne donne pas son enfant, elle-même, elle devait se faire manger. Du coup, Marguerite a réfléchi, elle a réfléchi. Elle n'avait pas de choix. Le lendemain est arrivé, minuit. Elle est partie comme d'habitude. Elles se sont entendues, elles se sont entendues, elles se sont entendues. Elles ont fait leur réunion, en fait, comme d'habitude. Marguerite est rentrée. Maintenant, donc, comme c'était son tour, le matin, Marguerite part au champ. Elle part, comme dans les villages là, tôt le matin, vous partez au champ et tout et tout. Maintenant, quand Marguerite est au champ comme ça, on reste l'appeler que, bon, on part l'appeler au champ que, comme tu vois là, ta fille est décédée. Est-ce que Marguerite s'est même gênée? Elle ne s'est pas gênée. Elle ne s'est pas gênée. Tout le monde se réunit chez Marguerite, vu qu'il y a un deuil. Tout le monde s'est réuni. Les gens pleurent. Les gens pleurent. On demande que la mère de l'enfant si est où? Elle est où? On ne fait que demander, Marguerite est où? Les gens pleurent, les gens sont à pleurer, à craquer dans sa maison. La femme ne se dérange pas. Elle est là. Elle travaille son champ. Elle ne s'est même pas pressée. Donc, aucune pression. Elle a fini de casser ses feuilles de manioc, couper sa noix, déterrer son manioc et tout. Mettre dans sa haute rentrée à la maison. Quand elle rentre, elle trouve les gens réunis chez elle. Elle dit, mais vous faites quoi chez moi? Qui vous a appelé chez moi? On lui dit que mais ta fille est décédée. Elle pas trouvé. Bon, les gens du village avaient fini de laver sa fille et tout. On l'avait à couvert là. Elle était allongée sur une natte. Elle pas dit à sa fille que
Lève-toi là où tu es là. Je suis à rentrer avec les feuilles de manioc là-bas. Il faut piler ça, il faut éplucher le manioc. Lève-toi, on va préparer. Elle quittait pas. Elle finit de nettoyer sa feuille de manioc. Elle finit d'éplucher son manioc. En fait, elle finit de faire la cuisine. Elle pas encore dit à sa fille que tu as encore couché. Tu as encore couché là. J'ai fini de préparer. Bon, lève-toi alors. Tu peux manger. Le premier dans. Excusez-moi. Les feuilles de manioc sont dans la marmite. En fait, chez nous, c'est le premier. Donc, elle dit que le premier dans la marmite, il faut aller manger. Entre-temps, les gens se demandaient même que, et pourquoi la femme s'y réagit comme ça? On lui dit que son enfant est décédé, elle ne se gêne même pas. Ou bien c'est le chromatisme là, peut-être elle n'arrive pas à réaliser vraiment que son enfant est décédé. Entre-temps, ses collègues de la sorcellerie là, elles étaient là. Elle les a indexées, mais discrètement. Elle leur a demandé de la rejoindre derrière la maison. Elle est allée dans la cuisine. Dans nos villages, là, il y a souvent un truc là, comme un étagère au-dessus du feu, au-dessus du foyer, pour permettre aux mamans là, de sécher les petits condiments et autres. Elle a pris une bouteille, elle est sortie, elle est partie derrière. Elle a sorti la bouteille. Elle a pris le cœur des 7 premiers enfants qu'on a eu à manger. Donc, tous les cœurs. Maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce qu'elle mangeait les cœurs. Elle a pris tous ces cœurs-là. 7 cœurs, elle a fait sortir. Elle a remis à chacune d'entre elles le cœur de son enfant. Elle dit, tiens, toi, voilà le cœur de ton enfant. Tiens, toi, voilà le cœur de ton enfant. Ainsi de suite. Elle donne dans un délai aux femmes là que, comme je pars là, parce qu'elle disait qu'elle part récupérer l'argent chez quelqu'un là, chez un voisin. Elle dit que comme je pars là, quand je reviens, je viens trouver mon enfant en vie, en train de manger ce que j'ai préparé parce que je suis partie au champ, j'ai travaillé, j'ai ramené de quoi manger, j'ai préparé pour elle. Donc, quand je rentre là, je dois venir trouver qu'elle est en train de manger. C'est comme ça qu'elle descend. Les femmes s'y restent ici derrière, elles ont porté la petite fille qui est décédée et l'ont amenée derrière la maison. Lui ont fait boire des herbes. Donc, ils ont récolté des herbes là. On a mis ça dans une feuille, on a enroulé. Et puis, on a fait en sorte que les feuilles, les herbes là aient un jus. On a injecté quelques gouttes dans chaque orifice de l'enfant. Quand il dit chaque orifice, c'est chaque orifice. On a mis une goutte à l'intérieur dans tous les orifices de l'enfant. Elle s'est réveillée. Et elle a commencé à manger. Les gens du village n'en revenaient pas. Ils étaient épatés. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Quand la maman est revenue, Marguerite, là, quand elle est revenue trouver que son enfant mangeait, elle a dit, ok, bon. Maintenant, comme je vous ai remis les cœurs de vos enfants là, je démissionne. Apparemment, il y avait un œuf là que quand quelqu'un veut démissionner, tu casses ça, mais il y a une conséquence. Donc, elle a pris l'œuf, elle a cassé devant ses collègues. Maintenant, elle a eu pour conséquence son pied gauche commençait à pourrir. Et puis, ça a rongé tout son pied, rongé. Jusqu'à ce qu'on a finalement coupé le pied. Donc, Marguerite est restée avec un demi-pied. Sa soeur, son enfant a survécu. Et ses autres collègues ont continué dans la lancée de la sorcellerie. Maintenant, le petit message que je veux faire passer, je ne sais pas si c'est un message, c'est que même dans la sorcellerie, tout le monde n'entre pas dans la sorcellerie de manière idiote, de manière banale comme ça, bêtement, comme on dit souvent. On suit le mouton et tout. Marguerite a été intelligente. Elle a compris et c'est comme ça qu'elle a sauvé la vie de sa fille. Donc, c'est un peu l'histoire que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Merci et bonne soirée. Merci. Commentez, likez, partagez. Maintenant, on passe à la 6e histoire.
Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté DMJ. Je vais un peu aller plus loin, mon histoire est un peu longue, mais je vais essayer de couper. Je vis au Cameroun, plus précisément dans la ville de Yaoundé. Et l'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire de mon grand frère à moi qui malheureusement est décédé il y a de cela presque 2 ans et demi. L'histoire est que mon frère, il était constamment malade dans les années 2019-2020. Il était constamment malade. Et la maladie s'est aggravée en 2021. En 2021, il est venu vivre chez la maman pour quitter souvent de temps en temps pour aller à l'hôpital puisque l'hôpital était proche de la maison et aussi pour que la maman s'occupe de lui. En fait, tous les examens qu'on avait fait à l'hôpital est sorti, donc on ne voyait aucune maladie dont souffrait mon frère, on ne voyait aucune maladie, rien du tout. On ne faisait que prescrire les remèdes pour qu'il boit, on ne faisait que faire la thérapie et tout. Et sa maladie était que quand il restait souvent de temps en temps comme ça, ses pieds enflaient et c'est comme ça qu'il avait beaucoup mal. Ses pieds ne faisaient que enfler et c'est comme ça qu'il avait beaucoup mal. Et ça lui faisait maigrir. Quand le pied enfle, il maigrissait et puis quand la maladie allait déjà mieux, le pied diminuait, mais il sentait quand même mal. En 2021, donc, un lundi, ma maman m'appelle, elle me dit, ça ne va pas avec ton frère et tout. Je venais d'accoucher, mon bébé avait déjà 3 mois. Je venais d'accoucher et ma maman m'appelle un lundi, elle me dit que ça ne va pas avec mon frère. J'ai dit que maman, il y a encore quoi? Elle nous demande de venir à la maison. Je suis partie, j'ai vu mon frère. Je lui ai demandé que c'est comment, il me dit que non, ça ne va pas. Mon frère était méconnaissable, il était déjà devenu tout maigre, les pieds étaient bien enflés comme les pieds de l'éléphant, bien gros. On a fait les examens fatigués, on n'a pas vu. Après, la maladie a baissé. Après un soir, il est venu à la maison, il s'est placé, il est sorti, il avait l'habitude de sortir, puisque mon frère, en parenthèse, mon frère était un grand danseur. C'était vraiment un grand danseur, il a dansé avec les artistes Bikoussi. Et c'est de là que sa maladie a commencé. Eh bien, il était rentré un jour en soirée dans la nuit. Très tard, vers les 3 heures du matin, comme ça, là. On est dans la chambre, ils sont couchés, on suit comment il est en train de pleurer dehors. Je reviens ma maman et dit, puisque la période, je suis partie à la maison, rester un peu. Je reviens ma maman et dit que mais ce n'est pas mon frère qui pleure là-bas dehors comme ça, là. Quand on sort, on constate que c'est lui. Et puis, quand on arrive, on voit que c'est lui, on lui fait entrer. Il commence à nous dire, je ne veux pas, laissez-moi. Vous voulez me tuer, je ne veux pas, laissez-moi. Maman dit que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Étant sourd aussi, et il était tellement sourd, il s'est mis à bavarder. Il a pris le téléphone, il a montré le message. Il nous montrait les messages dont on lui demandait les conditions. On lui demandait la tête d'une petite fille de 2 ans. On lui demandait le sexe d'une fille vierge. On lui demandait des tas de choses. Des trucs bizarres qui ne sont pas bien. Ma maman s'est mise à pleurer. On s'est mis à prier pour annuler ça. On a commencé à aller à l'église avec lui. Et puis, bien après cela, mon frère, il a arrêté de sortir pour aller danser dans les cabarets. Il a arrêté de sortir puisque il avait arrêté de danser avec les artistes Bikoussi là depuis, mais il a recommencé maintenant à danser dans les cabarets. Il dansait dans les cabarets. Quand la maladie était quand il se sentait bien là, les pieds avaient complètement diminué avec les remèdes et les produits qu'on lui donnait. Tout avait été bien. Jusqu'il a recommencé à danser. Il dansait dans les cabarets et tout. Et voilà, donc, un jour, il est rentré. Il a commencé à nous détester, nous tous à la maison. Et il est rentré avec un tas d'argent. Il avait sauvagement l'argent. On mourait de faim. Il a dit que l'argent, c'est là, il ne peut pas nous donner cet argent. Il est parti là, gaspiller ça dans la boisson avec ses amis du quartier. Ils ont gaspillé l'argent, boire. Une semaine après,
mon grand frère a commencé la maladie. Ma maman m'a appelé, j'étais rentrée, et ma maman m'a appelé un jeudi soir, disant que vas-y, ton frère qui a recommencé avec la maladie, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. J'ai dit que c'est encore quoi? Quand je pars, je vois, j'appelle aussi ma grande, je dis que ma grande, qu'on se retrouve chez la mater parce que ça ne va pas avec nos frères. On arrive là-bas, on le voit, la maladie, ça s'est encore empiré. C'est encore empiré. Il était devenu bizarre. Parce que la dernière fois, quand il était malade, là, on avait réussi à le soigner et bien, tout allait bien. Il a repris la forme, il n'avait plus les douleurs, il a recommencé à danser dans ses cabarets et tout ça. Et cette fois-ci, alors, ça a empiré, c'est devenu grave. Maman, on est parti le jeudi là, nous sommes rentrés. La maman, il fallait qu'elle appelait pour demander les nouvelles. Un dimanche matin, dimanche le 14 novembre 2021, ma maman nous a appelé très tôt. Elle m'a appelé aux environs de 6 heures avec les larmes aux yeux que ça ne va pas. Ton frère est devenu bizarre. Pardon, venez au je me suis levée le matin, je suis partie avec mon mari, ma belle-mère et mes 2 beaux-frères. Nous sommes partis chez nous. Arrivé là-bas, c'était la catastrophe. Mon frère était méconnaissable. Et je tiens à rappeler que mon frère était un jumeau. Il était jumeau. On a fait appel à son jumeau. Son jumeau est parti travailler dans une ville voisine. Et il est venu, il a posé, on a demandé qu'on les laisse causer. Il a posé la question à son frère de savoir qu'il y a quoi, qu'est-ce qui ne va pas, et tout. Au moment où son frère veut parler, c'est comme si on tapait sa bouche qu'il ne parle pas. À chaque fois quand mon frère voulait parler, on tapait sa bouche. Donc, il ouvre la bouche comme ça, les mots ne sortent pas. Ou bien, tu vois le geste de la bouche, mais les paroles ne sortent pas. On ne faisait que taper sa bouche. On ne sait pas qui tapait sa bouche. Après, le seul mot qu'il a dit à son frère, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Les douleurs, il pleurait les douleurs comme plus que les contractions, les douleurs étaient intenses. Et puis on a fait appel à notre voisin qui est docteur, le voisin de ma maman qui est docteur. Il a dit qu'il nous a envoyé chez un spécialiste. On est allé là-bas, il a demandé qu'on fasse un examen. L'examen, quand on a fait l'examen, on constate que mon frère a l'insuffisance rénale. Et pourtant, on faisait les examens avant, mais on ne voyait rien. On faisait les examens avant, on ne voyait rien, mais à la dernière minute, on fait l'examen, on dit qu'il y a l'insuffisance rénale. Et puis, on a prescrit un remède pour qu'on a acheté ça à la pharmacie. On injecte. Comme c'était un dimanche, on est vite parti. On a fait dans toutes les pharmacies de Yaoundé, on n'a pas vu le remède. Parti dans la grande pharmacie de la Poste Centrale, on n'a pas vu les remèdes. Et il n'y avait pas. Ma grande soeur, et moi, j'étais rentrée à la maison. Ma grande soeur m'a appelé, elle me dit qu'elle n'a pas trouvé le remède. Que Seigneur. Et elle est partie, elle est rentrée chez la mater, elle a dormi chez la mater ce jour. Vers 3 heures, je rêve que mon frère est venu me dire au revoir, qu'il va plaider pour nous au ciel, qu'on lui pardonne et que lui aussi, et que nous aussi, et que bon, qu'on lui pardonne et que lui aussi, il nous pardonne, qu'il va aller plaider pour nous au ciel. Je suis saute, j'ai réveillé mon mari et dit, j'ai fait tel rêve. Mon mari me dit que non, c'est mon cerveau qui est en train de me faire revoir tout ce qui s'est passé en journée. Je dis que non, c'est ce rêve-là, je n'ai jamais fait ce genre de rêve. Et à 3 heures là, après en même temps qu'elle faisait ce rêve, mon bébé était en train de pleurer. Mon bébé pleurait. Elle a pleuré dans la nuit, pleuré, bien même. Et j'avais les 5 heures. Je voulais encore me coucher pour dormir et mon mari était sorti pour aller au travail. Je vais me coucher pour dormir. Mon cœur fait bizarre. Comme si quelque chose de mal allait arriver ou bien quelque chose de mal arrivé. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé à la maison. J'ai demandé à ma maman comment ça va déjà là-bas. Elle me dit non, elle n'a pas suivi les cris de mon frère depuis parce que les douleurs faisaient, il pleurait toute la nuit, il était fatigué, il faisait que pleurer. Ma maman me dit non, je n'ai pas suivi les douleurs, je n'ai pas suivi les cris depuis. Ça veut dire que la douleur a baissé. J'ai dit ok maman, le Seigneur au contrôle. J'ai raccroché le téléphone, je me suis couchée.
Sans faire même 2 minutes, ma grande sœur m'appelle en pleurant. On me dit que mon frère est mort, que mon frère est décédé. Je prends, je quitte du lit en criant. Et mon beau-frère, mon mari était sorti, était seul à la maison. Et Dieu merci qu'il y a mon beau-frère qui est venu nous rendre visite. Il était là. Il a suivi les cris. Il est venu, il a cogné la porte de ma chambre. J'ai ouvert la porte. J'ai dit que c'est fini. Mon frère est décédé. Et il est descendu, puisque ma belle-mère ne reste pas loin de moi. Il est descendu, appelé ma belle-mère est montée. Nous sommes partis à la maison et nous sommes arrivés, on a constaté mon frère allongé au sol. Et j'ai demandé à ma grande soeur que mais ça s'est passé comment, vu que j'ai appelé, on m'a dit que et tout. Elle me dit non. Elle me dit qu'aux environs de 3 heures, il a commencé à dire qu'il faut que il a commencé à appeler mon nom, qu'il doit téter l'enfant, que l'enfant pleure. Il disait à ma grande soeur de me dire de téter l'enfant pleure. Et effectivement, ce temps-là, l'enfant est en train de pleurer ici, là, avec moi à la maison. L'enfant pleurait. Je ne sais pas ce que l'enfant pleurait, mais l'enfant pleurait. Je donne le sein à l'enfant, elle refuse, elle pleure. Donc, c'est mon frère qui est venu vers moi pour me dire, bon, me voilà qui part, je suis plus avec vous. Et ça, il manifestait ça plutôt chez nous. Et c'est un esprit qu'il était ici, il manifestait ça chez nous. Et il a commencé à dire, les voilà, ils sont venus me prendre. Les voilà, ils sont venus me prendre. Prenez-moi alors une fois, on part. J'ai trop souffert, un peu plus supporté. Ma grand se dit qu'il n'y a personne ici. Il dit que je vous dis, il avait la force de parler, de se lever. Il s'est levé, il se tapait partout. Alors que mon frère marchait avec la canne DMG. Il marchait avec la canne. Il ne parvenait pas à soulever son pied. Son pied était tellement lourd. Ses 2 pieds, tout le corps était mince, le pied était bien lourd, bien gros. Mais ma race me dit qu'il s'est levé, il s'est mis debout, avec ses 2 pieds. Il s'est tapé le corps de partout, s'est tapé. Que me voici, prenez-moi, me voici. Ma race dit que arrête, il n'y a personne. Il dit que les voici, il a placé devant moi, les voici. Et puis il passe se coucher, il est tombé au sol. Donc la position qu'il a prise jusqu'à quand il est mort, il dit à ma grande, c'est que laisse-moi me reposer 5 minutes, pardon. C'était son dernier mot là-bas. C'était son dernier qu'on a supplié mon grand frère que pardon. Dis-nous ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'a rien dit. Et son dernier mot, c'était que laisse-moi me reposer pour 5 minutes. On a fait ce qu'on pouvait faire. On est parti au village. On a enterré. Et lors de l'enterrement, c'est quand on a chez nous la tradition, on a mes oncles, ils ont gâté le corps. Ils ont gâté le corps et quand on n'a pas fait l'autopsie, mais ils ont gâté, ils ont dit que si c'est que c'est la sorcellerie, ça va retourner chez les personnes et tout. Et au moment qu'on partait enterrer, c'est là que le sang commençait à sortir dans les narines de mon frère, dans ses narines et dans ses oreilles. Quand nous sommes rentrés, comme on a fait les traditions, on a fait les traditions et tout. Quand nous sommes donc rentrés, j'avais d'abord publié la photo et au village, je n'avais pas de connexion. Et quand nous sommes rentrés du village, je mets la connexion, j'entre à Facebook, je vois mon ami m'a écrit un message, une camarade avec qui j'ai fréquenté le lycée depuis, elle m'écrit un message, elle dit que hey, c'est ton frère, je lui dis que wow, ouais, je connais bien le gars, c'est un très grand danseur, il faut vraiment beaucoup prier parce que le milieu où il était là, c'était pas bien, je connais bien ton frère, il était dans les loges, il a entré dans les loges, on lui demandait les conditions, il a refusé, je dis comme ça parce que ma grande soeur, elle travaille dans le Sinac où il dansait souvent dans le cabaret où elle dansait. Ma grande soeur est serveuse là-bas. Oh, il faut dire à tes parents, prie beaucoup pour ton frère. Parce qu'il faut qu'on vérifie s'il n'est pas parti avec vos noms dans son ventre pour que quand il est mort là, vous tous allez suivre et tout. J'ai dit que, mais comment ça explique-moi un peu plus clairement? Elle dit que non, ton frère était un grand danseur et les gens voulaient lui mettre dans la sorcellerie. On lui dit que c'est ce qu'il va approfondir. Et aussi que mon grand frère lui chantait. Il a sorti croissant et c'est un qui est dehors. Et mon frère, il a dit que ton frère, on a donné les conditions à ton frère pour qu'il avance dans la musique, pour qu'il devienne populaire et tout. Et il a donc refusé la condition. Voilà qu'on lui prie. J'ai dû poser la question, mais comment toi tu sais ça? Elle m'a plus répondu et elle m'a bloqué.
J'ai directement compris qu'elle-même, elle faisait partie de ces loges-là. Elle faisait partie de là. Vraiment, mes soeurs, soyons vraiment prudents. Quand nous partons dans les synacs, dans les bars, partons seulement se distraire et ne cherchons pas à aller plus loin. Parce que les sorciers, les démons et tout ça, ils se cachent dans ces endroits-là. Vraiment, faisons très attention. Mon grand fait décédé aujourd'hui sans enfant. Il est décédé très jeune, à 32 ans. Il avait 32 ans, sans enfant. Ah, DMG, merci vraiment de m'avoir accordé ce temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme. Donc, on se prend demain 12h00. Surtout ceux qui n'ont pas encore liké, allez liker la vidéo, laissez un commentaire, même hors du live chat là. Allez laisser un commentaire là-bas aussi. Merci, c'est important. Voilà.